Je vais prendre la suite avant de laisser la parole à René. Donc je vais me présenter, je m'appelle Fajri Adil. Moi j'habite à Istres, je pense que tout le monde connaît à peu près. Et donc on fait ça avec notre association qui s'appelle Quartier Libre, dans le sens quartier libre, dans le sens liberté, pas dans le sens quartier. Il y a 2 ans, on avait fait dans le quartier justement une formation, comprendre le monde arabe au XXIe siècle, avec René, et on a fait une conférence aussi après. Voilà, on fait pas, on est pour ma part, on est comme tous les militants, des militants de terrain, des militants de quartier, voilà, sur la question des quartiers populaires et de l'immigration. C'est très important pour nous, avec cet angle de vue. Et ce qui nous intéresse, c'est le regard géopolitique au Moyen-Orient, comme d'autres sujets qu'on pourrait traiter, mais en tout cas celui-là, et quelles répercussions il a en bas de chez nous. Voilà, c'est ce qui nous paraît, c'est pas juste faire des conférences et comprendre ce qui se passe, et c'est enrichissant, et tant mieux, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi les déclinaisons qu'il y a en bas de chez nous, et comment elles se répercutent, et comment on les vit, et comment les populations les vivent. Voilà ce qui nous paraissait important. Le point commun, parce qu'on voulait tout... Le point commun avec Samy, c'est qu'on est membre du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Donc ça, c'est la parole politique des quartiers populaires. Et voilà ce qui nous liait. Et c'était intéressant pour nous d'avoir une intervention aujourd'hui de René Naba, qui est, alors je vais le lire, même si je le connais maintenant depuis longtemps, qui est un ancien responsable du monde arabo-musulman au service diplomatique de l'AFP, et depuis septembre 2014, il est le directeur d'un site que je vous conseille ou de noter ou d'aller, qui s'appelle Madenia. Madenia, M-A-D-A-N-I-Y-A. .info. Bon voilà, sur Google, en tout cas, il sort directement. Je vous invite très souvent à mes amis, je leur dis feuilletez, lisez l'article qui vous plaît, parce que après vous allez lire tout. Donc, allez, c'est rentré. Voilà. Donc, comme il le dit si bien, une phrase que je retiens, c'est de traiter les angles morts de l'actualité, c'est-à-dire ce qu'on essaye de nous cacher. Voilà, et je crois que on va te laisser la parole, René, et te laisser un peu plus la présentation. Bonsoir. Je n'ai pas la prétention de faire un cours ex cathedra, mais plutôt de procéder à un exercice de pédagogie politique. L'intitulé de cette intervention est « Géopolitique du Moyen-Orient ». J'axerai mon intervention sur 2 thèmes, la géographie du monde arabe et la politique qui se fonde en direction de cette zone en fonction de son configuration géographique. Tant il est vrai que les meilleurs stratèges sont les géographes. Je le dis à ceux qui sont intéressés par des carrières universitaires. Si l'on observe l'ensemble qui s'appelle le flanc sud de la Méditerranée, que vous preniez un avion du Tchad jusqu'à Kaboul, c'est un trajet que beaucoup ont pris dans les années 80, vous observez une continuité spirituelle, linguistique, culturelle à nul autre pareil au monde, à l'exception de l'Amérique latine. Vous partez du Tchad, vous arrivez à Kaboul, vous avez d'abord une mer africaine, si vous survolez, mais musulmane. Ensuite, elle est arabe et musulmane, et vous arrivez après en Asie asiatique musulmane. C'est cet ensemble-là, c'est le bloc géopolitique le plus cohérent de l'espace au niveau de la planète avec l'Amérique latine. Il y a de plus fortes convergences intellectuelles, culturelles, spirituelles, alimentaires dans cette zone que partout ailleurs. Il y a davantage de convergence, de similitudes entre un Libanais et un Yéménite, et un Algérien ou un Marocain. J'en ai fait l'expérience. Avec une seule moto, j'ai traversé une dizaine, j'étais correspondant de guerre en poste à Beyrouth. Ailleurs, après, j'ai eu d'autres responsabilités. Il me suffisait d'aller en moto à travers plusieurs pays en parlant une seule langue, la langue arabe.
Vous êtes en Europe, l'Union européenne, qui est une masse de 27 pays, provisoirement encore 28, mais il y a moins de similitudes entre Malte et le plombier, un pêcheur maltais et un plombier polonais. Nous, la seule différence, le clivage important entre le Mashrek et le Maghreb, le levant du monde arabe et le ponant du monde arabe, c'est que le ponant du monde arabe, c'est la civilisation de la semoule et du thé, et la civilisation du Mashrek, le levant, c'est le riz et le café. C'est pour ça qu'on a une préférence pour le café aussi. Cela dit, si vous observez le monde, le sud de la Méditerranée, le monde arabe contrôle, enfin, dispose de 3 grandes voies des navigations maritimes internationales. Le détroit de Gibraltar, qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, le canal de Suez, qui relie la mer Méditerranée à l'océan Indien, et le golfe arabo-persique, le golfe Persique à l'océan Indien. Le monde arabe contrôle 3 grandes voies d'accès de la navigation maritime internationale. Mais de ces 3 voies, il n'en contrôle aucun. Ces 3 voies sont au contrôle du monde occidental. Après, on verra les récriminations. Le détroit de Gibraltar, qui porte son nom d'un conquérant arabe, Tariq Ben Ziyad, Jabal Tariq, en fait, le nom de Gibraltar, est contrôlé du côté espagnol, c'est un sous-État mineur, par les Anglais, et du côté marocain, par les Espagnols. On se souvient, lorsque le roi a voulu reconquérir l'îlot Persil, il y a une crise internationale. Gibraltar, qui contrôle l'accès, qui traverse le Maroc sur de longues zones côtières, ni d'un côté ni de l'autre est contrôlé par une souveraineté arabe, pas marocaine ni rien. D'un côté les Anglais, qui quittent l'OTAN, qui quittent l'Union européenne, et l'Espagne, 2 pays membres de l'OTAN. Le canal de Suez a été longtemps contrôlé par les Français et les Anglais, et lorsque Nasser a voulu nationaliser, ça a été la première nationalisation réussie du canal de Suez, il y a eu une agression tripartite de la France, de la Grande-Bretagne, les 2 anciennes puissances coloniales, et Israël, leur créature. Et à partir du moment où le canal de Suez est revenu sous souveraineté égyptienne, le canal de Suez est contrôlé à distance par 2 bases anglaises à Chypre, à Krotiri et Dekhelia, pour regarder les cartes, pour regarder, vous vérifier, et à la sortie par la base aéronavale de Massira qui est dans le sultanat d'Oman. 2 grandes voies de communication maritime internationale arabes sont contrôlées par même pas par la communauté internationale, mais par l'OTAN. Maintenant, il reste le golfe Persique qui fait la jonction entre le golfe Persique, la mer d'Arabie et l'océan Indien. Le golfe Persique s'étend sur près d'1000 km de côtes sont iraniennes. Il n'a pas une souveraineté absolue ni un contrôle, malgré la présence iranienne sur 1000 km de la côte. En face, vous avez les anciens États de la côte de pirates, qu'on a appelés maintenant les États pétroliers et pétromonarchies. Il y a 6 bases. Dans chacune des principautés, il y a une base militaire. Le golfe arabo-persique est la plus forte concentration militaire hors OTAN. De l'OTAN, hors de l'OTAN. Vous avez Manama, qui est la base, le quartier général de la marine américaine pour la 5e flotte qui contrôle l'océan Indien et le golfe arabo-persique et la mer d'Oman. Manama, quartier général de la flotte américaine. Le Qatar, la plus importante base du CENTCOM terrestre hors OTAN, qui contrôle toute la navigation aérienne et les contrôles télécommunications d'une zone qui va de l'Afghanistan jusqu'au Maroc. Un arc de cercle formidable. C'est ce qu'on appelait la guerre du terrorisme, tout ça. Donc vous avez une grande base navale, une grande base terrestre, vous avez la base française d'Abu Dhabi, chaque principauté a une base. Vous avez le sultanat d'Amman, la base de Massira, vous avez Djibouti, qui a une base américaine, une base française et maintenant une base chinoise. Et Djibouti, ce petit pays, est un souverain, membre de la Ligue arabe, on en reviendra dans l'aspect politique de la chose,
C'est ce pays-là qui a permis de voter l'expulsion de la Syrie de la Ligue arabe. Cet État hyper dominé par toutes les puissances qui se permet de voter l'expulsion d'un pays. Ça vous dire. Donc, non seulement on a toutes les voies de communication internationale contrôlées par l'OTAN, le monde arabe, cette partie-là, avec l'Égypte, avec les gisements égyptiens et gaziers en Égypte, en Algérie, en Libye, plus toute la Golfe pétromonarchique, plus les nouveaux gisements qui sont découverts en Syrie, on produit dans les 30 millions de tonnes de barils de pétrole par jour. 30 millions par jour. C'est-à-dire le tiers de la production mondiale de pétrole. Elle est sous contrôle OTAN. Le monde arabe n'a pas la maîtrise de l'exploitation de ses ressources. Il a une exploitation sous tutelle de ses richesses et de la répartition de ses richesses. Troisièmement, on a une main-d'œuvre considérable à bon prix avec des ressources d'énergie et des industries de transformation possibles à très bon prix, mais malheureusement, malgré tous ces avantages, 70 ans après l'indépendance des pays arabes, le monde arabe est sous une dépendance encore plus grande que à l'époque coloniale. Il n'y avait pas autant de bases militaires dans le monde arabe qu'à l'époque coloniale. Ce qui nous donne, alors qui vous contrôlez tout cet espace aérien qui va de Tchad jusqu'à la mer musulmane, qui est arabo-musulmane, afro-musulmane, arabo-musulmane, il y a un seul point qui fait tâche. Quand vous regardez pas, ça fait tâche. Et là, on passe de la géopolitique à la politique, à la géopolitique. Maintenant, c'est la phase politique. Là, vous avez tous les pays sont musulmans, sauf un demi aussi. Il y a le Liban, qui est présidé par un Français, par un chrétien, et il y a aussi Israël. Israël, ce n'est pas un fait du hasard qu'il soit implanté ici. On a pensé à créer un État juif à Madagascar, si vous reprenez l'histoire, en Argentine, en Ouganda, mais on a créé l'Israël là, à cet emplacement-là. Les justifications bibliques, c'est une forme d'instrumentalisation de la religion. On a instrumentalisé les croisades, la religion chrétienne, on a instrumentalisé l'islam avec Daesh, Al-Qaïda, la guerre anti-soviétique d'Afghanistan, on peut toujours instrumentaliser, mais le sionisme, c'est une instrumentalisation de la Bible à des fins politiques. Pourquoi Israël a été créé là, pas en Argentine, pas à Madagascar? Parce que géostratégiquement, Israël, je vais parler lentement, Israël est à l'intersection de la rive africaine du monde arabe et de la rive asiatique du monde arabe. À partir d'Égypte, c'est l'Afrique. L'Égypte, la Libye, le Soudan, la Somalie, Djibouti, l'Algérie, le Maroc. Bon. Elle est à l'intersection de la rive africaine du monde arabe et de la rive asiatique qui est la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie Saoudite. Elle est à l'intersection de la rive africaine et de la rive asiatique. À l'intersection, à l'interconnexion de la voie terrestre des caravanes qui va d'Afghanistan, Iran, Irak, Palestine, Syrie, Égypte, et va après en Égypte, Liban, Libye, Algérie, Maroc. À l'intersection de la voie terrestre des caravanes, celle qui a porté le soie et l'encens, et de la route maritime, le canal de Suez. À l'intersection des gisements d'eau du Proche-Orient, le Liban, la Syrie, le Jourdain, l'Oran, le Zahrani, le Litani, ce sont des voies d'eau qui font, et des gisements pétroliers. À partir du moment où les gisements pétroliers financent les développements économiques grâce à l'hydraulique du monde arabe, on aurait eu un développement harmonieux. La présence d'Israël à l'intersection de cette jonction, de ces trois nœuds de conurbation, a brisé le continuum stratégique du monde arabe. Il ne saurait y avoir du monde arabe en présence d'Israël. C'est un problème géostratégique. Il n'y a ni morale, ni amoral, ni rien. C'est un fait, une analyse objective. Vous regardez la carte, vous verrez que ce n'est pas possible de créer une unité arabe. Elle est à l'intersection de tout ça. Elle peut frapper n'importe qui, n'importe comment avec la puissance atomique que les Occidentaux, par complexe de leur persécution des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Et Israël, finalement, au niveau idéologique,
c'est de sous-traiter par le monde arabe l'antisémitisme récurrent de la société occidentale. C'est aussi simple que ça. Cela dit, à partir de cette considération-là, maintenant que j'ai dressé le cadre général de la géographie et de la politique, on va aborder les problèmes de l'actualité contemporaine. Pourquoi il y a un conflit en ce qu'on appelle Islam et Occident, le monde arabe et Occident, les Arabes sont incontournables? Il y a un problème de proximité. Si l'hindouisme était en Méditerranée et l'islam en Inde, il y aurait un conflit entre chrétienté et hindouisme. Le voisinage crée un conflit de voisinage. La proximité crée des affrontements, par la force des choses, parce qu'il y a des conceptions contraires. Si l'islam était en Inde, c'est l'hindouisme qui aurait été, il y aurait eu une hindouisme-phobie, et non pas une islamophobie ou une arabophobie. L'arabophobie se nourrit ici de beaucoup de mal-assimilation de l'histoire française, parce que c'est une conception autocratique et autoritaire de l'interprétation de l'histoire. Vous verrez que, par exemple, la France et la Grande-Bretagne sont les deux seuls grands pays occidentaux qui sont redevables d'une partie de leur liberté, je ne dis pas de la totalité de la liberté, de la contribution des peuples basanés. Je dis bien basanés, c'est le terme qu'on dit dans les élites, pour confondre dans la même infamie les Arabes et les Africains. La France et le Royaume-Uni, Boris Johnson, il y a 4 jours, disait l'islam est à l'origine de la régression du monde. S'il y avait eu un capitalisme, il y aurait eu une démocratie libérale, il y aurait eu un pluralisme. C'est pas vrai. J'apporterai la preuve tout de suite. La France et le Royaume-Uni sont les deux seuls pays au monde qui, à 2 reprises au cours d'un même siècle, c'est un phénomène rare et unique dans l'histoire, ont eu besoin de l'apport des peuples basanés pour contribuer à la libération de leur pays, alors qu'ils étaient colonisés. Pour la France, il y a eu 1 200 000 contributeurs africains et arabes, chrétiens et musulmans, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans, et tous les Africains ne sont pas non plus musulmans. À partir de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Tchad, bonjour. Et ça a été de même avec le Royaume-Uni, avec l'ancien empire des Indes, le Sri Lanka, ce qu'on appelle le Sri Lanka, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. Il y a eu 1,4 million là-bas et 1,2 million ici. Pour la Première Guerre mondiale, d'après les statistiques que j'ai déjà publiées dans un livre, un document officiel de l'armée française, il y a eu 500 000 personnes, arabes et africains, pour la Première Guerre mondiale pour la France. 500 000 ont combattu alors qu'ils étaient colonisés pour aider leurs colonisateurs. 53 000 morts. C'est-à-dire autant que la population d'Orange, de Fréjus, de tous les fiefs de l'extrême droite française. Mais c'est une méconnaissance de l'histoire qui nourrit l'extrémisme. Un jour, il faudra avoir le courage de lire dans toute sa lucidité l'histoire de France pour éviter la répétition des erreurs anciennes. Pour l'Angleterre, ça a été pareil. Mais à la différence de la France, l'Angleterre, au bout de la Deuxième Guerre mondiale, a accordé l'indépendance au Pakistan et à l'Inde. Dans la foulée, en 1948, les deux pays étaient indépendants. La France n'en a pas retiré la leçon et s'est engagée dans des guerres coloniales. Ça a duré Indochine, plus la guerre d'Algérie, plus la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, 1,4 million de blancs aux yeux bleus. Je ne parle pas des basanés, les autres c'est autre chose. Il y a eu 1 million, en total, entre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, la guerre d'Algérie, il y a eu 4 millions de jeunes Français de souche, entre 18 et 25 ans qui sont morts. C'est-à-dire la capacité de reproduction génétique de la France, bébé, blanc aux yeux bleus, a été complètement annihilée par ce carnage. Donc il a fallu faire venir les gens, des travailleurs pour reconstruire le pays. Il n'y a pas eu de flux migratoire. C'est à la demande des Français que les premiers travailleurs immigrés sont arrivés. Mais quand il y a une saignée d'1,4 million jeunes hommes en âge de mariage qui sont morts, ça crée un vide autour de 1,4 million femmes du même âge qui ont vocation à se marier, à produire. Donc à un moment donné, il y a eu fatalement des métissages. Pas uniquement ça, la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et c'est le bellicisme français, enfin l'absence de politique à long terme de la France qui a apporté le remplacement de la civilisation.
Ça, c'est pour l'Europe. J'en ai terminé pour ne pas vous embrouiller, c'est-à-dire, je souhaite qu'à l'avenir, il y ait une lecture critique de son propre récit national, pour qu'il n'y ait pas la répétition des erreurs. On est le seul pays occidental à avoir 4 capitulations en 2 siècles. Vous ne le savez pas, ça. On ne vous l'enseigne jamais. Il y a eu Waterloo, Sedan, Montoire et Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, tout le haut commandement a été prisonnier. Le seul pays occidental à avoir 4 capitulations. On ne peut pas donner des leçons patrie des droits de... Non, on ne peut pas dire patrie des droits de l'homme avec un code de noir et un code de l'indigénat qui sont la négation des droits de l'homme, qui sont la négation de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Cela étant dit, on en arrive au Proche-Orient, au Moyen-Orient dans son ensemble. On est dans une phase de modification des rapports de force à l'échelle internationale. Je vais vous donner des exemples qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, vous aviez 3 bateaux qui traversaient la Méditerranée chaque jour. Ou 2 bateaux chinois et 1 bateau russe, ou alors 3 bateaux russes, ou alors 2 bateaux russes et 1 bateau chinois. 3 par jour, ça fait 90 bateaux par mois, principalement pour ravitailler la Libye et surtout l'Algérie qui est devenue le navire amiral de la flotte chinoise en Méditerranée. En 2018, actuellement, 30 ans après, vous savez combien il y a de trafic en Méditerranée de bateaux russes et chinois seulement? 10 bateaux par jour. On est passé de 3, c'est-à-dire 90 bateaux, à 10 bateaux. 10 bateaux par jour, chinois et russes. 300 bateaux par mois. Et à l'époque, il y avait la base de Bizerte française, la base de Mersel-Kébir française, la base de Willis libyenne, d'Ekelia à Arclotiri, la base de Naples qui était le quartier général de la flotte américaine dans la 6e flotte américaine pour la Méditerranée. Tout ça a disparu. Il n'existe plus en Méditerranée à part la base de Toulon et la base de Naples américaine. Il n'y a plus de base occidentale en Méditerranée. Il y a la mer méditerranéenne qui a été longtemps une mer occidentale, qu'on appelait à tort la mer Méditerranée, la mer médiane, est devenue une mer internationale. Il n'existe plus sur le flanc de l'Europe une mer occidentale qui défendait les côtes européennes. Avec la multiplication des bases, vous avez, entre autres, la guerre de Syrie. On a détruit la Syrie et la Libye, ce n'est pas pour des régimes démocratiques ou pas. Kadhafi a été reçu à l'Élysée sous sa tente 2 ans après qu'on lui envoie les Mirages pour le démolir. À l'époque, j'avais déjà écrit 2 livres critiques sur Kadhafi, mais là, on espérait vendre des rafales. On a détruit la Libye et la Syrie, ce n'est pas pour des raisons démographiques. Croyez-moi. Le printemps arabe est arrivé en 2011, au terme d'une décennie de guerre contre le terrorisme inaugurée en 2001 par George Bush contre l'Afghanistan et contre l'Irak. C'est en 2001 qu'on a déclaré la guerre à l'Iran, à l'Afghanistan et à l'Irak. Pourquoi l'Afghanistan? Pourquoi l'Irak? Parce que c'était les 2 pays qui avaient fait, au plus fort de la guerre froide soviéto-américaine, c'était le point de jonction de la collaboration entre les Saoudiens et les Américains contre l'Union soviétique. En Afghanistan, la guerre anti-soviétique d'Afghanistan a été financée par les Saoudiens, encadrée par les Américains. La matière combustible, ça a été les djihadistes, qu'on appelait les djihadistes afghans, les arabes afghans. C'est tous les paumés de l'islam takfiristes qui ont été là-bas, y compris Sadat et Moubarak ont libéré les prisons pour envoyer, ils leur disaient allez au paradis en mourant là-bas plutôt que de crouler en prison. Et on a pendant 10 ans mené la guerre contre l'Union soviétique pour démolir l'Union soviétique et faire triompher l'Amérique. Ça veut dire quoi? Mener une guerre contre l'Union soviétique. C'était mener une guerre contre le principal fournisseur en armes des pays du champ de bataille du bassin historique de la Palestine. L'Union soviétique fournissait des armes à l'Égypte, à la Syrie, à l'OLP, les pays de champ de bataille, à l'Irak, la Libye, l'Algérie, la Somalie et le Soudan. 9 pays du
pays champ de bataille du plan de soutien. L'Union soviétique leur fournissait des armes et nous, Arabes, musulmans, Afghans, je ne sais pas, appelez ce que Bernard-Henri Lévy appelait les combattants de liberté, imploser l'Union soviétique au profit de l'Amérique, le principal protecteur d'Israël. Vous avez vu cette dégénérescence mentale? C'est une lecture fractale de l'histoire. Je ne fais jamais une lecture linéaire parce qu'on peut vous raconter des récits. Tous les grands récits médiatiques sont préparés longtemps à l'avance. Il faut toujours voir, quand vous procédez à une analyse, vous devez voir le texte, le contexte et le prétexte. Et puis ensuite, vous procéderez à une analyse concrète d'une situation concrète et vous aurez le traitement de l'angle mort de l'actualité internationale. Autrement dit, vous abordez, vous rendez halal tous les sujets haram. Tout ce qui est illicite, vous le rendez public. Donc, on a démoli l'Union soviétique. Ça a été le triomphe de la mondialisation, c'est-à-dire du capitalisme soja. On a effondré l'Union soviétique. On a privé de soutien les pays arabes qui s'appuyaient sur l'Union soviétique dans leur combat pour la libération. L'OLP a été condamné de faire son traité de paix, enfin, ses accords d'Oslo. Et ça a été la débandade. On a attaqué la Syrie et la Libye parce que c'était au terme d'une guerre contre le terrorisme de 10 ans, contre l'islam, les basanés, partout, Somalie, Shabab, les voyous, tout ça. Comment la guerre contre le terrorisme s'est terminée? Le massacre d'Oslo. Un blanc aux yeux bleus a massacré 70 blancs. Donc le terrorisme n'est pas réductible à l'arabe ou aux musulmans ou aux noirs. Il y a des blancs chrétiens qui sont terroristes. Et en plus, il s'est inspiré de Glucksmann, d'une écrivaine égyptienne qui s'appelle Beth Yaour, qui est juive égyptienne de nationalité britannique. Et donc ça se retournait contre eux. La guerre contre le terrorisme a été un échec parce que ça n'a pas été une guerre contre une cible déterminée, mais le terrorisme n'est pas une cible. Le terrorisme est une notion. On ne peut pas faire une guerre contre lui. On peut combattre une notion, mais on détruit les acteurs d'un acte de terrorisme. On ne peut pas faire une guerre contre le terrorisme, mais contre le terrorisme. On pourchasse les terroristes. La faillite de la guerre contre le terrorisme, accompagnée par l'effondrement du système bancaire mondial, les crises de 2008, Breivik a été fait en 2010, donc on est arrivé à ça. Il y avait un effondrement de la suprématie occidentale qui se préfigurait déjà. On a fait le printemps arabe, une